Ok, vous êtes. Je suis prêt à commencer, donc on va commencer. Salut. Donc je me présente. On va redémarrer cette session avec Jean Lambert que je vais, alors j'allais pas dire je vais introduire, ce serait pas le bon mot, que je vais présenter plutôt, donc qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui pour nous présenter toute sa connaissance qu'il a justement dans le domaine de l'eau. Donc c'est un vrai plaisir et un vrai honneur pour nous aux rencontres géomatiques de l'avoir à nos côtés. Et donc c'est la parole un peu le témoin de ces RGR. Merci. Merci. Donc j'ai plus besoin de me présenter. Vous avez Jean Bergevin, vous avez entendu. Je suis hydrogéologue. Hydrogéologue, c'est-à-dire le gars qui s'occupe des eaux souterraines. Par définition, les eaux souterraines, c'est celles qu'on ne voit pas. Par opposition, par exemple, aux eaux superficielles, celles qu'on voit. Donc je vais parler des eaux que l'on ne voit pas à La Réunion, et en particulier dans les milieux volcaniques. Ça tombe bien parce que finalement, je vous présente un petit peu les travaux du laboratoire Géosciences de La Réunion, le laboratoire de l'université dans lequel je travaille depuis pratiquement une trentaine d'années maintenant. Il va être temps de faire un bilan. Juste un peu d'histoire avant. Hein. L'eau souterraine, l'air de rien, même si on ne la voit pas, ça fait depuis au moins le néolithique, hein, depuis plusieurs milliers d'années, que les hommes, surtout dans les contrées les plus arides, et en particulier par exemple en Égypte, etc., ont construit des captages, ont creusé des puits pour aller capter des eaux souterraines. Pourquoi les eaux souterraines? Parce que très vite, on s'est rendu compte qu'elles avaient une certaine capacité à réguler la ressource, c'est-à-dire quand les rivières s'asséchaient, on pouvait encore trouver des eaux souterraines. Et puis assez rapidement, on s'est aperçu que les eaux souterraines, c'était une garantie d'eau claire, une garantie d'eau potable. Donc c'est la ressource privilégiée pour l'eau potable. Voilà, on commence dès l'Antiquité et en fait, quand on cherche de l'eau souterraine, si vous avez déjà été à la plage enfant, comme j'ai pu le faire très souvent, on creuse un peu dans le sable et puis on s'aperçoit qu'il y a de l'eau, on est tout content, on a trouvé la nappe, on a trouvé de l'eau souterraine. Donc très naturellement, pendant très longtemps, les Romains, puis après au Moyen-Âge, en Europe, partout, on va privilégier la recherche et le captage de ces eaux souterraines à proximité des rivières. On se met dans les sables, on creuse un peu plus loin, on a de l'eau claire et on continue. Et on va trouver des nappes peu profondes, des nappes phréatiques en général, qu'on exploite dans les alluvions d'accompagnement des rivières. Ça va durer plusieurs siècles, il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour qu'on s'intéresse à essayer de quantifier. De quantifier, c'est que l'hydraulique des écoulements souterrains. On commence à mettre en place une véritable physique de l'hydrodynamique souterraine. On s'aperçoit que non, ce n'est pas des rivières souterraines, ce n'est pas des veines d'eau, comme diraient les sourciers. Hein. Et c'est en France hein, que Henri de Darcy, ingénieur de la ville de Dijon, va être le premier à calculer le débit qui peut traverser un sable de rivière. Ça tombe bien, on prend du sable de rivière parce qu'on connaît bien. Et le sable de rivière, vous verrez, les hydrogéologues, ils y sont très attachés. Donc le perméamètre de Darcy, c'est la première fois qu'on fait des expériences et on définit cette fameuse loi qui nous dit le débit de l'eau souterraine, il dépend de la charge hydraulique, c'est-à-dire de la pression, hein, du gradient de pression, plus ou moins, de la façon dont la pression se diminue, que multiplie la section d'écoulement, que multiplie ce fameux facteur qui caractérise les roches, hein, la perméabilité. On appelait perméabilité, maintenant on dirait conductivité hydraulique. Voilà. Après, à partir du moment où on a cette loi de l'hydraulique, on va très vite, juste 19e, 20e, on va commencer à quantifier de plus en plus, jusqu'à modéliser aujourd'hui. Mais il va nous manquer pendant très longtemps, on va traîner cette espèce de tare que tout a été inventé dans les sables. Vous ouvrez n'importe quel ouvrage d'hydrogéologie, tout est dans le sable. Rien dans les roches dures. Alors, il va falloir attendre vraiment la fin de la guerre, les années 50, et puis le développement de la prospection du pétrole, où on fait des forages profonds pour s'apercevoir que dans les roches dures, dans les granites, dans les roches de soc, dans les calcaires karstiques, on trouve aussi des nappes souterraines à peu près comme on les avait définies. Ah, j'ai le petit machin. À peu près comme on les avait définis dans les sables. Alors juste avant, comme il n'y a pas tout plein d'hydrogéologues dans la salle, je vais définir quelques termes que les hydrogéologues aiment bien. Tout d'abord, on va parler d'un aquifère. Un aquifère, c'est quoi? C'est une roche. Un aquifère, c'est une formation géologique qui a
des caractères qui font qu'elle est suffisamment perméable et elle contient suffisamment d'eau pour pouvoir être exploitée. Donc vraiment, l'aquifère fait référence à la formation géologique. Dans un aquifère, je vais trouver une nappe. Alors une nappe, c'est un terme un peu bizarre, mais une nappe d'eau, hein, une nappe phréatique, tout le monde connaît. Alors pourquoi on parle de nappe? Vous voyez, une nappe, typiquement par association aux nappes que je mets sur la table. Parce que comme on s'est intéressé longtemps à l'eau souterraine qui accompagnait les rivières dans les vallées, eh ben, on avait toujours affaire à des eaux qu'on identifiait dans toute la vallée, donc sur des étendues de plusieurs dizaines de kilomètres, sur des épaisseurs d'alluvions de d'une dizaine de mètres, on va dire. Donc quand les géologues reportaient ça, ils avaient quelque chose de très fin. Donc c'était la nappe. Voilà. Et on garde ce terme, même si aujourd'hui, il ne veut pas dire grand-chose. Donc l'aquifère, la nappe, un aquifère, alors la nappe dans un aquifère, on va lui donner un adjectif. Elle est soit libre, soit captive. Elle est libre quand elle est directement alimentée par les eaux de pluie. On dit alors c'est une nappe phréatique, c'est-à-dire que la surface de la nappe, c'est sa surface piézométrique. Là, c'est un terme un peu barbare pour dire, c'est le niveau qu'atteindra la nappe si je fais un forage. Quand j'arrive à estimer la piézométrie d'une nappe, je connais l'altitude potentielle que je vais pouvoir trouver, l'altitude potentielle de l'eau que je vais pouvoir trouver dans mon forage. Si la nappe devient coincée dans son aquifère, qui est coincé entre un toit imperméable et un mur imperméable, on dit que la nappe devient captive. Donc, principe des vases communicants, elle devient en pression. Et si je fais un forage qui traverse la partie imperméable, j'obtiens un forage artésien. L'eau sort toute seule, hein, et c'est un forage jaillissant. Bien avant qu'on ait des pompes pour pouvoir pomper dans les forages, on a su faire des forages profonds à Paris. Le forage de Grenelle, par exemple, va chercher une nappe profonde qui sort toute seule par artésianisme. Alors, bien sûr, les nappes, elles sont alimentées que dans les parties où elles sont libres. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme vocabulaire? Avec ça, on va pouvoir se débrouiller. Typiquement, le modèle préféré des hydrogéologues, celui des bouquins, eh ben, c'est la nappe libre, effectivement, dans les alluvions, dans du sable. Et on va définir, elle est alimentée directement par les pluies qui s'infiltrent. On va définir une zone où le sable n'est pas totalement saturé, mais vous voyez, l'eau va circuler dans la porosité, dans les espaces intergranulaires. Alors, ça tombe bien, le sable, c'est chouette pour faire de l'hydraulique parce qu'on peut faire une hypothèse d'homogénéité. Hein, que partout, quel que soit l'endroit, les grains, s'ils ont la même granulométrie, eh ben, j'ai à peu près les mêmes espaces pour laisser passer l'eau. Une porosité d'un sable, théorique, si c'était des sphères, eh ben, je peux mettre 500 litres d'eau dans un mètre cube de roche, de sable. Hein, c'est énorme. Je ne pourrais pas récupérer les 500 litres, hein, 50% de porosité dans un sable, c'est le maximum, mais je ne pourrais pas tout récupérer. Bref, dans une nappe libre, j'ai une zone qui est temporairement saturée, puis qui se désature parce que par gravité, les eaux vont finir par atteindre la fameuse nappe libre phréatique, hein, qui est limitée en fait par un endroit où la formation géologique est suffisamment imperméable et ma porosité se sature. Alors, c'est vraiment dans ces milieux caractéristiques que nos hydrauliciens ont pu, et en particulier Darcy, définir ces notions de circulation. Et donc, après la guerre, quand on commence à avoir des systèmes de foration qui permettent de descendre plus profond, on s'intéresse à la possibilité de trouver aussi de l'eau souterraine dans des choses qui ne sont pas des formations en accompagnement de rivières. On va parler des roches dures. Et on commence à faire des forages, à découvrir les nappes d'eau souterraine dans des calcaires, puis dans des socles, et en particulier, ça va être tout le grand boom de l'hydrogéologie des socles africains, où on va chercher de l'eau en Afrique, etc. Hein, on s'aperçoit qu'en fait, dans les roches dures, qui n'ont pas la même porosité que le sable, eh ben, on a un autre type de porosité. On va dire dans un sable, c'est une porosité primaire. Dans un calcaire ou dans un granit, on a une porosité secondaire, qui est une porosité de fracture. C'est-à-dire que sous l'action de forces tectoniques, etc., la roche compacte se fracture et va permettre le passage de l'eau. Et du coup, on définit des aquifères de roches dures. Et vous voyez toujours cette idée d'aller chercher la piézométrie. Et même dans un karst où les gens disaient il n'y a pas de nappe, c'est des rivières souterraines, et bien finalement, un gars comme Mangin en 1975 propose le premier modèle de nappe karstique, hein, où il définit certes des zones de tunnels ou avec de l'eau libre, mais il définit dans une partie moins perméable, il définit la piézométrie, c'est-à-dire que si je fais un forage ici, peut-être qu'il faudra beaucoup de temps, mais à la fin, j'aurai un niveau d'eau qui s'établira ici. Par contre, je ne pourrais peut-être pas l'exploiter parce que c'est un milieu très hétérogène. Dans les milieux des roches dures, dans les milieux du socle, dans les granites, on s'aperçoit que
à l'interface entre les altérations et la roche saine, eh ben, les fissures s'ouvrent et on a aussi des aquifères de socle qui se développent dans quelque chose qui est de la fracturation. Alors, très vite, les hydrogéologues vont se dire, oh là là, les fractures, l'hypothèse d'homogénéité, c'est difficile à prendre en compte, je vais essayer, et ça va être difficile de faire des lois de l'écoulement là-dessus. Mais dès qu'on définit la piézométrie, on va passer son temps dans ces milieux complexes de roches dures à dire il y a une certaine échelle où je peux considérer que les fractures sont à peu près homogènes et que mon granit, mon calcaire se comporte finalement comme un sable. Et je vais pouvoir faire de la modélisation, je vais pouvoir calculer des débits, je vais pouvoir calculer combien je peux exploiter dans mon forage, etc. Au final, dans les années 90, on arrive à éditer un atlas des eaux souterraines de France, où finalement la cartographie, finalement c'est la cartographie de la géologie de la France. On retrouve les zones de granit, aquifères avec une légende bien foutue qui nous dit aquifères de socle, aquifères des calcaires du bassin parisien, etc., aquifères karstiques, aquifères granulaires, etc. Donc on se dit, ça y est, on a tout compris et ça va bien. Quid des dom-toms? Quid de la Réunion, à peu près à la même époque, on fait un atlas, une espèce d'atlas, où on a, alors je ne suis pas cartographe, mais je crois que les spécialistes diront qu'il y a une erreur de sémiologie frappante, c'est qu'on a une légende qui mélange plein de variables différentes. C'est-à-dire qu'on a la Réunion, on a une zone qu'on dit, on va faire un peu de géologie, on va dire ça c'est les formations de la Fournaise, ça c'est les formations de la Réunion du Piton des Neiges. Ah, puis là, il y a des aquifères qu'on connaît, on va dire c'est les aquifères côtiers. Cela, c'est peut-être un aquifère côtier, mais comme on ne le connaît pas, on lui met une légende aquifère en cours de reconnaissance. Alors, débrouillez-vous pour savoir s'il est côtier ou pas. Bon, a priori, ça pouvait le faire. Mais voilà le type de... On n'a pas du tout cette logique, je dirais, cette pédagogie de l'atlas des aquifères géologiques. Le lien... Alors, ne parlons pas de la DCE, directive cadre sur l'eau, qui propose de ne plus parler d'aquifères de nappe, mais de parler de masse d'eau, une unité de gestion de l'eau. Alors on rajoute les communes, mais on a toujours le même bazar. La légende, par exemple, en bleu, c'est les formations volcaniques littorales. Ici, c'est du vert, c'est des formations volcaniques et volcano-sédimentaires. Moi, je pensais qu'à Saint-Leu, on avait des formations volcaniques littorales. Bon, voilà, c'est encore des problèmes de sémiologie, on va dire. En fait, ça traduit juste une chose, c'est que jusque dans les années 90, on ne sait pas trop quoi dire des aquifères volcaniques, et en particulier des aquifères volcaniques insulaires. En simplifiant à l'extrême, je dirais 3 causes potentielles. Un milieu hydrogéologique, le milieu volcanique, particulièrement hétérogène, particulièrement complexe. C'est vrai que ce n'est pas facile à définir. C'est pour ça que faire de la recherche là-dedans, c'est... Par rapport à mes collègues de Montpellier qui travaillaient sur le karst depuis 20 ans, c'était plus facile d'arriver dans un milieu que personne ne connaissait, le borgne. Une autre raison, c'est que ces volcans insulaires, on va voir qu'il y a une raison économique. Découvrir un gisement d'eau souterraine, c'est faire des forages. Si les forages, c'est compliqué à faire, ça va ralentir la connaissance du milieu. Puis enfin, peut-être une raison historique, j'essaierai de passer vite, parce que c'est peut-être pas le fond du truc. Alors déjà, on est sur une île. Et sur une île, on est entouré d'eau salée. Et ça, c'est un truc que les géologues savent très bien depuis longtemps, c'est que les eaux salées s'infiltrent à l'intérieur des terres. Et donc, quand je me rapproche du littoral, effectivement, j'ai en même temps de l'eau douce. Alors, vous voyez la surface piézométrique, c'est vraiment ce qui me permet de comprendre l'écoulement. Dans mon eau souterraine, j'ai une surface, alors ça serait une nappe phréatique, alimentée par les eaux de pluie, elle s'écoule vers la mer, mais en même temps, j'ai de l'eau salée qui rentre, et j'ai un équilibre, parce que l'eau douce, c'est comme le vinaigre sur l'huile plutôt sur le vinaigre. L'eau douce flotte sur l'eau salée, et si je pompe trop fort, je baisse ma surface piézométrique, mais du coup, je fais remonter l'eau salée de façon très importante. Le rapport de densité me dit, si je baisse ma piézométrie de 1 mètre, je remonte l'eau salée de 40 mètres. Donc, quand on commence à faire des forages en bord de mer, ça complique un peu les choses. Une autre cause sur la complexité, c'est qu'on veut bien faire de l'hydrogéologie des volcans, mais les volcans, il y en a plein et très différents. Vous avez tous appris à l'école qu'il y a des volcans gris, des volcans rouges. Les volcans gris, c'est des volcans de zone de subduction, c'est des trucs qui explosent en permanence. Donc les produits qui construisent les massifs volcaniques d'explosifs, c'est des produits de cendres, etc. C'est des choses qui vont s'argiliser. C'est des formations géologiques qui n'auront pas du tout les mêmes caractères hydrauliques que les coulées de lave de notre Piton de la Fournaise ou de notre Piton des Neiges. Nos volcans boucliers, vous voyez, qui s'étalent, parce que leur production, c'est essentiellement de la lave. Donc quelque chose qui
dont on s'est rendu compte assez vite, que ce soit à Hawaï, que ce soit à La Réunion, que ce soit à Tenerife, les 3 grands exemples de volcans qui se ressemblent en termes de structure géologique, on s'est rendu compte que cette dominante de lave va permettre d'avoir des perméabilités exceptionnellement fortes et d'avoir des eaux qui s'infiltrent exceptionnellement vite et profondément. Et ça va être un deuxième problème. Toujours pour dire l'hétérogénéité des milieux, ce n'est pas parce que j'ai identifié un type de volcan homogène que j'ai encore une hydrogéologie homogène. Si je prends l'île Maurice et la Réunion, c'est le même type de volcanisme, 2 volcans boucliers, mais en fait, la géologie d'un volcan évolue très vite en fonction de l'âge de son activité. 10 millions d'années nous séparent entre l'activité du volcan de Maurice et l'activité de la Réunion. Et ben, quand un volcan s'arrête, il s'érode, il s'enfonce, et surtout, toutes ces coulées, toutes ces formations volcaniques ont une capacité à l'altération très forte, et donc ils s'argilisent. Si je fais un forage à Maurice, sur les hauts plateaux de Curpic, j'ai l'eau à 10 mètres. Si je fais un forage à La Réunion, dès que je dépasse 300 mètres d'altitude, ben, j'ai l'eau à 300 mètres de profondeur. On a le même type de volcan, mais ils n'ont pas le même âge, ce n'est pas du tout la même hydrogéologie. Il est inutile de comparer Mayotte et La Réunion. Il est inutile de dire, à La Réunion, quand j'ai un forage qui produit moins de 200 mètres cubes heure, je dis, je ne suis pas content, c'est un échec. À Mayotte, si j'ai 10 mètres cubes heure, je suis content. Et je ne devrais pas laisser tomber ces 10 mètres cubes heure. On n'en reparlera pas. Autre chose, autre problème de la complexité de ces formations, c'est quand je vous ai dit, il y a des formations granulaires, ça on aime bien, on fait de l'hydraulique là-dedans, c'est homogène, puis il y a des formations fissurées, c'est plus compliqué. Manque de chance, un volcan comme la Réunion, c'est une alternance permanente de formations fracturées, des fissures qui peuvent conduire de l'eau, et puis des formations granulaires qui sont plus ou moins argilisées, plus ou moins altérées, et qui se comportent comme des sables. Mais c'est un sandwich dont le comportement moyen est plus compliqué à définir. Et puis si je rajoute le fait que dans ces alternances scories-coulées, roches dures fracturées, scories granulaires, je rajoute des dikes, des injections de magma qui peuvent compartimenter mes eaux, favoriser cette petite source qui sort là. On arrive dans quelque chose où on cumule les problèmes de conceptualisation du milieu. Alors pour arriver à dire, voilà le schéma que je propose, je rajoute deux problèmes. Un problème économique. À La Réunion, un forage, c'est 10 fois plus cher qu'en métropole. 10 fois plus cher, c'est un problème de concurrence, tout est cher à La Réunion, mais bon là quand même on pousse un peu, mais il n'y a qu'une seule société de forage qui peut survivre parce que le forage est tellement cher, parce que c'est vrai que ce n'est pas simple de faire un forage dans les formations volcaniques. Cette alternance de roches dures et de roches granulaires, c'est très compliqué à percer, parce que quand je perce la roche dure, j'arrive dans une zone de scorie qui va s'altérer, qui va se creuser rapidement, les roches du dessus vont tomber, vont s'ébouler sur mon outil, je coince mon forage, ça coûte une fortune. Donc seules les collectivités aux reins solides peuvent faire des forages. Vous n'avez jamais posé la question, qu'est-ce que quelqu'un connaît un sourcier à La Réunion? Moi, j'en connais, j'en cherche partout, j'en ai jamais trouvé parce qu'à La Réunion, les eaux sont trop profondes, les sourciers, rien du tout. Et puis à La Réunion, le sourcier, il marche toujours en association avec un petit foreur qui fait un puits, mais à La Réunion, les particuliers ne font pas de forage. Dans n'importe quel bled, dans les campagnes métropolitaines, il y a un petit foreur qui est capable de faire des puits à 10, 20, 30 mètres. À La Réunion, c'est 1 million d'euros le forage captage. Donc quand on se trompe, ça fait mal, même pour une commune qui est censée avoir les reins plus solides. Donc ça, c'est important. Et puis, j'aurais tendance à dire un petit contexte historique aussi qui explique que ça a été compliqué. Si je regarde les captages d'eau potable à La Réunion, l'ensemble des captages, en rouge, les captages d'eau souterraine, en vert, les captages d'eau de surface. Vous voyez que les captages en rouge sont tous sur la porture littorale, et puis les eaux superficielles, c'est des sources, c'est quand même la sortie d'eau souterraine, mais ces eaux superficielles sont difficiles à capter. Alors, nos travaux, finalement, se sont intéressés. Alors voilà, les modèles qu'on proposait, c'était des modèles très hétérogènes. Vous voyez, je vous ai présenté les calcaires, c'était simple. On a des modèles qui font un consensus. Sur les volcans, il y avait plein de modèles. Le travail du labo, ça a été de montrer qu'un certain modèle de Emilio Custodio défini aux Canaries, alors là, vous avez vu nos captages, ça c'est la carte des Canaries avec les captages des Canaries. En rouge, les puits et les forages. Les petits traits noirs, c'est les galeries souterraines. Galeries souterraines, retenez ce chiffre, 1300 km de tunnels creusés à la main pour capter les eaux souterraines. Custodio est le premier qui définit une piézométrie à l'échelle de l'île.
C'est-à-dire que sur Tenerife, en notant l'arrivée d'eau souterraine dans toutes les galeries, eh ben, il a dit ça, c'est j'arrive dans la nappe. Et il a sorti cette première carte. C'est la première fois qu'on avait défini un aquifère volcanique dans une île. Et donc, Custodio était un ingénieur hydraulicien au départ. Donc, lui, hawaïen, c'est le modèle qui a prévalu beaucoup. On parle de l'eau dans les digues, etc. Lui, c'est un pur volcanologue. Il n'a jamais touché une équation d'hydraulique. L'eau piégée dans les dikes, je le mets au défi de faire tenir 300 mètres de pression d'eau dans un dike. Donc, nous, on a proposé d'adapter le modèle de Custodio à La Réunion. On n'avait pas les moyens de Custodio pour observer les nappes, mais on a une chance à La Réunion d'avoir des ravines qui creusent un petit peu comme, c'est plus une galerie, c'est une tranchée drainante, comme un agriculteur qui voudrait drainer son champ. Quand on a la ravine du Chaudron, au fond de la ravine du Chaudron, on a 300 litres d'eau qui sortent. Quand on est dans le fond de la rivière de l'Est, voilà les sources de la rivière de l'Est. Donc l'idée, c'était que ces grandes sources dont on a suivi les débits, ces grandes sources étaient la trace d'un contexte de nappe phréatique profonde et surtout d'envergure suffisante pour alimenter des gros débits. Le reste, on a divisé les secteurs, c'est ce qu'on va appeler la zone Vados par rapport à mon premier schéma, des nappes de sol, toutes ces petites sources qu'on capte, des nappes perchées. Quand on essaye de les choper par forage, si on traverse l'imperméable, des nappes perchées, par exemple, sur un niveau de cendre, ici on voit des sorties d'eau, mais si je traverse, là il n'y a pas assez d'épaisseur pour capter, et si je traverse ça. Alors au final, ce modèle, il nous permet, en prenant le modèle de Custodio, en disant oui, j'ai une piézométrie qui monte dans les hauts, quand je suis dans un cirque, je draine ce dôme piézométrique de Custodio. On a appliqué ce modèle au piton de la Fournaise, après une campagne de prospection géophysique profonde, et à partir de la pluviométrie, on a modélisé ce que pourrait être la surface piézométrique de la Fournaise. Alors ça a été un grand débat, parce qu'au moment où on proposait ça, il y avait, à La Réunion, on disait on va faire un tunnel qui sera au-dessus de la nappe, puisqu'on va prendre ce modèle pour creuser notre tunnel, avec une piézométrie de la nappe qui est toute basse, tout le temps à l'intérieur de l'île, donc le tunnel du transfert est-ouest, il sera au-dessus des nappes. Peut-être qu'on va rencontrer des poches d'eau, mais ça ne sera pas un problème. Manque de chance. Ce qui s'est passé dans la rivière des Pluies, ça a été vraiment la meilleure façon. Je passe. Voilà la rivière, voilà le transfert est-ouest dans la partie tunnel, dans la partie rivière des Pluies, 1 mètre cube par seconde. Donc la poche, on a attendu 10 ans qu'elle se vide. Pour l'instant, c'est ce débit drainé par le tunnel du transfert est-ouest qui est rejeté dans la rivière des Pluies et qui soutient le débit de la rivière des Pluies. Alors voilà, ce qu'on se dit, ce qu'on a proposé, c'est de tenir compte de ces choses-là et de dire il y a peut-être des captages différents à réinventer à La Réunion. 1300 km, on a fait 20 km de transfert est-ouest. Par rapport aux Canariens, on est un peu en retard si on veut développer nos captages. Un exemple d'utilisation, c'est qu'on a, à travers le modèle, avec notre collègue Pénobert à l'époque, une application SIG. On avait la piézométrie, on avait la surface piézométrique de la nappe. On a calculé les distances à partir de quand on pourrait atteindre cette nappe avec un tunnel horizontal. C'est-à-dire que les zones préférentielles de captage, mais à l'époque, on attendait le transfert est-ouest. Le Conseil général m'a invité à la foire agricole de Brapanon pour présenter les résultats de 10 ans de recherche payés par le Conseil général, mais ce n'était pas le moment de parler des possibilités de trouver de l'eau. Dernière perspective, c'est d'améliorer la recharge. Et aujourd'hui, le laboratoire s'intéresse beaucoup, et c'est un peu, je présente ici parce que c'est aussi des applications de télédétection et de traitement SIG. On s'aperçoit que dans une ravine, par exemple la ravine Saint-Gilles, chaque bassin naturel, avec son cordon sédimentaire derrière, c'est une zone d'infiltration préférentielle. Aujourd'hui, on propose de calculer un petit peu l'impact de ces bassins sur la recherche. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre attention, j'ai un peu dépassé le temps. Merci beaucoup. Pour ma part, j'ai trouvé ça passionnant. Je pense que si j'avais eu la chance de t'avoir comme professeur, j'aurais été probablement géologue plutôt que géomaticien. J'espère que vous avez aimé autant que moi cette présentation. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Alors, juste pour ton sourcier, il y a Sourcéo qui était tout à l'heure dans la salle, je ne sais pas s'il est toujours là, mais ils font appel à un sourcier, ils m'ont dit du très bien, enfin, beaucoup de bien. Voilà. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Oui.
Bonjour, bonjour Monsieur Join. Je rejoins vraiment ce que dit Monsieur Arnaud Van de Castel. Si je vous avais eu comme prof, je pense que ma thèse se serait mieux passée. Alors, je suis de la Siereste, donc il y a le territoire de Salazie qui est sur cette intercommunalité. En voyant les différentes explications que vous avez apportées, est-ce que vous avez des éléments d'explication sur le fait que Salazie, les nappes de Salazie continuent d'alimenter la région ouest à travers le basculement des eaux, mais qu'en soit en sécheresse continue depuis quasiment, allez, je vais dire juste 5 ans. C'est pas une question hydrogéologique, c'est une question éminemment politique. Est-ce qu'il y a des explications géologiques? Oui. C'est assez amusant. Transfert Est-Ouest, c'était le plus gros projet européen en termes de financement. Et pour développer l'agriculture dans l'Ouest, en fait, on savait tous que c'était pour remplir les piscines de l'Ouest. Puis maintenant qu'on les a remplies, on a trop d'eau, en fait. Donc aujourd'hui, on va rebasculer de l'eau du transfert Est-Ouest, on va le rebasculer vers l'Est. C'est Bouygues au final qui est toujours content. Alors, pour répondre à votre question, moi je parlais de l'historique, il y a peut-être aussi une raison historique pour les sécheresses dans l'Est, c'est que vous avez vu ce schéma où je dis, il y a, dans les zones vadoses, il y a des sources de sol. C'est un peu le drame, c'est qu'aujourd'hui, là où il y a le moins de ressources, c'est souvent là où les gens ont réussi le mieux à gérer leurs ressources. Et dans l'Est, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, parce qu'il pleuvait suffisamment pour que ces petites sources, des nappes superficielles dans les hauts, soient suffisantes pour alimenter tout le monde, pour que ces sources soient suffisantes pour alimenter tout le monde, et ben on a souvent négligé de continuer à faire des captages, de faire des forages. Il n'y a pas assez de forages dans l'Est, c'est tout pour l'eau potable. Du coup, aujourd'hui, on est en sécheresse parce que ces petites sources superficielles ne sont pas suffisantes par rapport à l'augmentation de la population. Voilà, ça peut être une piste de réflexion. Ouais. Donc à La Réunion, on est sûr qu'il y a assez d'eau pour tout le monde, même pour 1 million de personnes. Si on manque d'eau, il suffit de forêt. Exactement. Contrairement à vous avez vu 1300 km, je le répète parce que c'est quand même, moi, au début, j'ai vérifié plusieurs fois de tunnels. Tenerife, c'est le drame. Parce que Tenerife, c'est l'exemple qu'on utilise aujourd'hui pour montrer, quand on parle de l'eau comme ressource renouvelable, pour montrer que si on ne gère pas son exploitation au regard du taux de renouvellement, c'est pour ça qu'à la fin j'ai parlé de la recharge des nappes, et ben à ce moment-là, on peut rentrer dans une prospection minière de l'eau. Et Tenerife, avec ces systèmes, parce que le problème d'une galerie horizontale, c'est qu'on saigne, c'est comme une saignée, comme un drain, on ne peut pas contrôler l'eau qu'on sort, on la sort tout le temps. Et donc aujourd'hui, à Tenerife, ils ont prolongé leur galerie, parce qu'au fur et à mesure, ce dôme piézométrique, cette surface piézométrique, descend. Ils sont en surexploitation de leur aquifère. Et bien sûr, ils sont obligés aujourd'hui d'arriver à la désalinisation. La bonne nouvelle, c'est qu'à La Réunion, on a quand même des records du monde de pluviométrie. Donc l'alimentation, je n'ai pas trop de soucis. Donc après, c'est l'accessibilité. Comme toute ressource géologique, il y a deux choses. Il y a le gisement et puis il y a sa façon d'y accéder. Donc, sur la fournaise, quand on voit le bilan, quand on calcule les volumes d'eau qui sont concernés et qu'on sait qu'on ne l'exploite pas du tout, oui, je n'ai pas de souci sur les ressources en eau à La Réunion. Oui. Oui. Professeur Join. Oh là. Tu as dit tout à l'heure que, en fait, une nappe à faible débit pour Mayotte, c'était exploitable, alors qu'on ne l'exploiterait pas à La Réunion. Tout à fait. C'est quoi l'argument? En fait, j'ai pas bien compris. L'argument, c'est que souvent, les hydrogéologues qui ont travaillé à Mayotte venaient de La Réunion et venaient avec leur schéma hydrogéologique de La Réunion. Donc, quand on a un forage qui donne moins de 100 mètres cubes heure à La Réunion, on n'est pas content, c'est un échec. Donc quand ils sont arrivés à Mayotte, ils attendaient, c'est une île volcanique comparable, etc., sauf que beaucoup plus vieille, donc beaucoup moins perméable. Donc il y a eu cette espèce de déception en disant, il n'y a pas d'eau. À l'époque, en plus, il n'y avait pas une grosse pression comme aujourd'hui. Et on a quasiment très vite abandonné la recherche en eau souterraine en disant, voilà, on est dans des formations qui sont pas productives. Mais dans...
Mais il y a énormément de communes en France qui sont exploitées par des petites choses. Puis de toute façon, une source dans les hauts, c'est énormément de communes sont exploitées avec des ressources en eau qui ne dépassent pas 10 mètres cubes. Hein. Ça, le tout, c'est d'avoir le réservoir pour stocker cette eau pendant la nuit. Donc de pomper toute la nuit. Bonjour. Monsieur Bourran. Bonjour, monsieur. J'ai parlé de ses travaux, en l'occurrence. Donc, contrairement aux premiers intervenants qui n'ont pas eu la chance de vous avoir comme prof, qui ne sont pas devenus hydrogéologues, moi, je l'ai eu comme prof et je suis hydrogéologue maintenant pour l'Office de l'eau. Merci. Donc, ça me fait très plaisir de te revoir. Moi aussi. Voilà, ça me fait des petites révisions donc, qui sont très utiles. Donc, juste, pour compléter, je rejoins la réponse que tu as donnée tout à l'heure à la question sur l'Est, les coupures. Donc, c'est ce qu'on observe, nous, chaque année. On a l'Est qui est le secteur le plus arrosé, mais qui est le premier secteur à être impacté par les coupures parce qu'on exploite des petites sources. Donc, on en a beaucoup, des petites sources, mais c'est des petits débits et c'est des systèmes qui sont très vulnérables parce que les sources sont très dépendantes de la pluviométrie. Donc, on a les sources qui sont plus faciles à capter, mais qui ne fournissent pas suffisamment d'eau et qui ne sont pas suffisamment volumineuses pour traverser de longues périodes de sécheresse. Donc, ce qu'on observe finalement, c'est qu'on a l'ouest qui est moins arrosé, mais on exploite des nappes qui contiennent de l'eau avec un écoulement plus lent qui permettent de traverser des longues périodes de sécheresse. Et donc, d'où le... Ce schéma est issu d'une publication commune avec Henli, un chapitre du bouquin Springer sur les ressources en eau des milieux volcaniques, 2016, je crois. C'est ça, ouais. Et puis la question sur Mayotte, donc effectivement, Mayotte, on a beaucoup de forages et on dépasse rarement les 20 mètres cubes, donc c'est des petits débits, mais ça suffit largement pour alimenter les petites communes. Contrairement à ici, on s'attend à avoir des volumes beaucoup plus importants pour subvenir, pour répondre à la demande qui est plus importante. Donc c'était juste, je voulais juste prendre la parole, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, pour te dire ça m'a fait très plaisir ton intervention. Alors, je voudrais remercier de nouveau parce qu'effectivement, donc Gwenaël a vendu la mèche. C'était avant qu'il parte à la retraite, il nous a fait l'honneur donc de cette intervention. Merci beaucoup, encore une fois, sous vos applaudissements.